BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver, comme chaque week-end, votre rendez-vous dédié à la tech. C'est De quoi je me mêle. J'espère que vous allez bien. Et évidemment, comme toujours, on va s'intéresser à tout ce qui touche à l'actualité tech de cette semaine, avec tout à l'heure un point sur les grands rendez-vous spatiaux de l'année 2022. Ce sera avec Antoine Meunier qui, vous le savez, intervient de temps en temps dans De quoi je me mêle et qui est un spécialiste de ce domaine, avec entre autres ce fameux télescope, vous le savez, de la NASA qui a été lancé. Et puis, bien évidemment, encore des projets pour aller, pourquoi pas, sur la Lune et Mars. On évoquera ça tout à l'heure, donc, avec Antoine. Je vous rappelle, bien sûr, le hashtag DQJML sur Twitter pour nous suivre, la page Facebook qui vous attend. Merci d'être là encore une fois. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et c'est parti pour De quoi je me mêle. Un club de la presse IT 5 étoiles cette semaine, comme à chaque fois d'ailleurs. Antoine Meunier est là. Antoine Meunier, n'importe quoi. Anthony Morel. C'était pas loin, niveau prénom, on n'est pas loin. Antoine Meunier, Anthony Morel. Voilà, c'est en fait, c'est les initiales des noms qui m'ont un peu embêté. Comment ça va, Anthony ? Ça va, et toi, François ? Ravi de te retrouver. Pareil. Journaliste, bien sûr, à BFM Business, que vous retrouvez chez Estelle Denis tous les jours sur RMC et RMC Story aussi. Et puis, c'est Gonzague d'Ambrécourt qui nous fait l'amitié d'être là aussi aujourd'hui. Bonjour, Gonzague. Bonjour. Vous le savez, entrepreneur, blogueur, bouche cousue, bien sûr, etc., etc. Motard, ça je ne le savais pas. Notamment, mais plus cycliste, mais aujourd'hui motard. Cycliste, électrique. Motard, entrepreneur. Électrique, bien évidemment. Alors, on va s'intéresser à l'actualité tech de cette semaine, très chargée bien sûr. On va évoquer Facebook, on va évoquer Amazon et son magasin de vêtements. Vous allez voir, c'est pas un magasin comme les autres. Mais pour débuter, Anthony, tu voulais nous parler de Neuralink. Oui. Un énième coup d'Elon Musk. Elon Musk qui veut encore une fois, rendre floue cette frontière entre, on va dire, les technologies et l'être humain. Ouais, parce que c'est ça, Neuralink. Exactement. La technologie de l'homme augmenté, comme on dit. Neuralink, alors pour rappel, c'est le projet peut-être le plus fou d'Elon Musk, et c'est pas peu dire quand on parle d'Elon Musk, quand même, voilà. Oui, mais il en a sorti quelques-uns, mais celui-ci est particulièrement vertigineux dans ses applications, puisqu'il s'agirait, pour le dire simplement, de relier notre cerveau à la machine, de le relier à des ordinateurs grâce à un implant neuronal. C'est ce sur quoi il travaille depuis plusieurs années. Il y a eu un certain nombre d'expérimentations largement médiatisées sur des animaux. Tu te souviens peut-être de la cochonne Gertrude, c'était le premier cobaye, et d'un singe auquel on avait fait jouer à Pong, par la simple force de la pensée. C'est-à-dire qu'on lui avait implanté une puce dans le cerveau, et en se concentrant sur l'écran, c'était dingue. C'est impressionnant. C'est très impressionnant, et donc ce singe était capable de jouer à un jeu vidéo comme ça en se concentrant sur l'écran. Et là, la nouveauté, c'est qu'apparemment, Elon Musk, Neuralink, serait prêt, ou s'apprêterait en tout cas, à réaliser les premiers essais cliniques sur l'homme, puisqu'ils sont en train de recruter un directeur d'essais cliniques. C'est la presse américaine qui a déniché cette petite annonce qui a été publiée sur Internet. Donc je cite la petite annonce, un directeur d'essais cliniques qui travaillera avec les médecins les plus innovants et des ingénieurs de haut niveau et les patients participant aux essais. Bref, ça semble vraiment se préciser pour ces implants qui permettront... Alors, la promesse d'Elon Musk, c'est que les premières applications seront médicales. En gros, on pourrait se servir pour une personne qui est paralysé, par exemple, alors je cite Elon Musk, d'utiliser un smartphone par la pensée plus rapidement que quelqu'un qui utilise ses pouces. C'est-à-dire qu'en se concentrant et en pensant à une phrase, on pourrait l'écrire sur l'écran de son ordinateur ou de son smartphone. Et on pourrait même utiliser ces puces électroniques pour permettre à des personnes paralysées de retrouver la liberté de mouvement, de pouvoir marcher à dos, par exemple. Une motricité, en quelque sorte. Exactement, c'est la technologie qui relève du miracle. Parce que c'est pas du miracle religieux, c'est du miracle scientifique et technologique, ce qui est assez fou. Rappelons qu'aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont menées, notamment il y a une start-up française qui Cleanatech. Je sais pas si c'est eux que tu penses. Un truc comme ça, vous savez. Cleanatech, c'est à Grenoble, c'est ça, c'est un exosquelette qui est piloté par la pensée. Incroyable, c'est fou. Ce truc. C'est un petit peu on est un peu dans le même niveau de technologie, effectivement. Alors, ce qui peut sembler fascinant dans le domaine de la santé, mais ce qui va évidemment poser des questions, parce que Elon Musk l'a dit dès le début du projet, lui, il veut aller plus loin, et il imagine que demain, ces puces électroniques, on pourrait, vous et moi,
se les faire implanter. Et d'ailleurs, il explique que c'est pas très compliqué, que c'est une petite opération, petite cicatrice derrière l'oreille, Oui, pas de problème. Un truc vite fait. Un truc vite fait, et que ça nous permettrait, et que ce serait même la seule façon pour l'être humain de rester compétitif face à l'intelligence artificielle. Ces puces pourraient doper notre intellect. Alors comment ? On ne sait pas exactement. Après, c'est Elon Musk, il y a aussi une partie de VRP, de marketing, de tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est le futur assez Black Mirror-esque qu'il imagine pour nous. Ouais, alors on est toujours dans ce transhumanisme qui est un fantasme des milliardaires américains, voilà, et surtout de la Silicon Valley. Il faut savoir que ils investissent tous énormément, soit en communiquant dessus, et on sait que voilà, que Elon Musk est complètement décomplexé par rapport à ça. Donc voilà, mais il y en a d'autres qui, on sait que Jeff Bezos investit énormément d'argent là-dedans. Effectivement, qu'est-ce que tu en penses, Gonzague ? Effectivement, oui, comme tu disais, ils investissent beaucoup dedans. Il y a un des deux fondateurs de Google qui a d'énormes problèmes de santé et qui cherche lui aussi à voir comment il pourrait prolonger sa propre vie actuellement en disant que c'est pour prolonger celle des autres, mais je pense qu'il y a toujours un petit peu il y a l'égoïsme de se dire voilà là derrière. Qu'est-ce que j'en pense, je ferais la même chose, mais bien sûr, c'est à la fois bluffant et bien sûr flippant. Moi je pense toujours quand on parle d'humain augmenté, je pense au vélo électrique parce que c'est marrant. Non mais c'est vrai. Aujourd'hui, tu penses souvent au vélo électrique. Je repense toujours au vélo. Mais aujourd'hui, je suis allé voir ta chaîne YouTube, tu y penses souvent quand même. C'est vrai. Blague à part, aujourd'hui si tu montes sur un vélo mécanique versus un vélo électrique, ça crée une vraie différence entre les deux. Et comme Elon Musk le dit, un humain qui ne sera pas augmenté dans le futur, ça va être vraiment le parent pauvre du reste de la civilisation si on se fait emmener dans ce truc-là. Ce qui évidemment fait un peu peur. Oui. Ou très peur. Après, c'est ça la question. Jusqu'où on peut aller ? Parce que c'est peut-être une puce au début qui va nous permettre d'accélérer nos échanges, mais peut-être qu'après on pourra communiquer par la pensée. Enfin, jusqu'où on peut aller dans cette histoire-là ? C'est effrayant. Et ça sera du coup réservé aux gens qui auront les moyens. Aussi, et puis potentiellement aussi, du coup, il y aura plusieurs générations et niveaux de capacité de puce. Donc on aura des vraies différences d'intelligence. Aujourd'hui, parce que je pense aussi que le processeur dans ton ordinateur qui est plus ou moins puissant, et qui peut te permettre d'être plus ou moins rapide à effectuer des tâches. C'est ça. Et je ne sais pas si vous avez... moi, j'avais lu une interview d'Elon Musk qui, en fait, veut aller beaucoup plus loin. Pour lui, on pourrait numériser le cerveau. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a son truc. Fantasme d'immortalité derrière. C'est ça, mais bien sûr. Alors, ils le disent peut-être pas tous, mais ces gens-là qui sont milliardaires, qui ont tout ce qu'ils veulent, le seul truc qui leur résiste, c'est la mort. C'est le temps et la mort. C'est la mort. Et donc, ils se disent, écoutez, voilà, c'est bien beau d'investir des milliards dans l'espace, mais si je peux investir des milliards, pour prolonger ma durée de vie et peut-être faire avancer l'humanité, c'est quand même des challenges importants. Ah bien sûr. Oui, l'idée, il y a eu plein de projets, effectivement, alors plus ou moins farfelus, mais de gens qui voulaient finalement... je sais pas comment dire, dématérialiser notre âme, même si je vois même pas comment c'est possible, mais c'est-à-dire de télécharger nos souvenirs sous forme de fichiers numériques qu'on pourrait envoyer dans un avatar robotique qui pourrait nous survivre d'une certaine manière. Enfin là, on arrive dans des trucs qui sont complètement dingues. Mais je suis persuadé qu'Elon Musk pense à des trucs comme ça. Probablement, en fait. Mais on est vraiment sur cette frontière qui va devenir de plus en plus ténue entre l'homme réparé et l'homme augmenté. Et c'est vrai que quand on parle homme réparé, donc réparer le handicap, permettre à des personnes paralysées de marcher à nouveau, etc., c'est absolument formidable. Quand on commence à taper dans le transhumanisme et avoir une transformation personnelle à base de puces électroniques implantées dans le cerveau, ça pose quand même des questions éthiques et philosophiques. Voilà, on vous laisse avec ça pour le week-end. On pourra en parler pendant des heures. Deux, trois trucs à réfléchir, mais c'est vrai que c'est quand même assez passionnant. Gonzague, puisqu'on parle d'Elon Musk. Elon Musk toujours. Donc, en attendant de faire de nos cerveaux des moutons connectés et qu'il entraîne sur ses cochons, il est en train de faire de la Lune une poubelle, et aussi d'ailleurs de l'espace, puisqu'il y a la constellation de Starlink. Là, c'est plutôt un lanceur qui a été utilisé, un Falcon 9, qui a été utilisé il y a quelques temps, en 2015, je crois, pour mettre en orbite un satellite de recherche. Petit problème, un détritus de cette fusée qui a été abandonné dans l'espace, puisque pourquoi pas, va s'écraser en Mars sur la Lune. Alors ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas eu d'impact comme ça non intentionnel dans l'espace. Donc en général, en fait, c'est intentionnel. C'est pas forcément plus rassurant puisque vraiment on se dit il y a de la place, on peut mettre ce qu'on veut. C'est comme si on jetait une canette dans un gouffre. Voilà, ça va créer un nouveau cratère dans la Lune. Je ne suis pas excité par le sujet, je suis plus excité par les projets et les progrès qu'ils font aujourd'hui qui vont leur permettre de récupérer leur lanceur. On voit d'ailleurs un atterrissage, si vous êtes avec nous en vidéo, un retour de lanceur. Donc il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas une habitude, puisqu'il y a déjà pas mal de choses qui sont qui orbitent et qui ne servent plus à rien. Des satellites décommissionnés, pour l'instant, on ne sait pas forcément comment les récupérer. C'est même un énorme problème pour l'industrie spatiale aujourd'hui. Ces satellites, c'est
ces satellites fantômes ou qui sont entrés en collision les uns avec les autres. Donc il y a des bouts de débris, des bouts de fusées, des boulons, etc. qui traînent. D'ailleurs, je crois que c'est la NASA qui suit ça, qui suit ces débris avec beaucoup d'attention parce qu'il crée une menace pour la Station spatiale internationale et d'autres de collision avec des vrais dangers à la fois pour les astronautes et puis aussi des dangers, y compris avec un enjeu économique derrière. C'est-à-dire que si un satellite se mange un boulon qui traîne à la vitesse où ça va, il est explosé, quoi, le truc. Donc il y a un enjeu économique, financier et puis écologique, si l'on peut dire, parce que bon, on n'a pas forcément envie non plus de transformer la poubelle la poubelle, le cosmos en poubelle, voilà. Ouais, on l'a déjà fait avec notre planète. Évitons de le faire avec les autres. Non, donc voilà. Encore une fois, bon, juste, c'est assez révélateur aussi peut-être de la personnalité d'Elon Musk qui, rappelons-le, a lancé Tesla en disant, ben voilà, on va moins polluer grâce à Tesla, grâce aux véhicules électriques, etc. Et paradoxalement, de l'autre côté, eh bien, c'est une personnalité qui lance des dizaines de milliers de satellites, parce que rappelons que le projet Starlink, à terme, c'est 30 000 satellites. 30 000 satellites, c'est incroyable, qui au bout d'un moment vont s'arrêter de fonctionner, vont retomber, vont se désagréger, bien évidemment, parce que, voilà, mais bon, malgré tout, c'est de la pollution, c'est vrai. Voilà. Mais je pense qu'il doit avoir une espèce de dichotomie entre comment faire avancer, comment faire progresser l'humanité avec une connexion Internet partout dans le monde et on va dire, les contre-coups, les effets collatéraux de ce progrès technologique, en quelque sorte. C'est assez intéressant, ce sujet. Dans l'actualité aussi, tiens, on a parlé d'Elon Musk, si on parlait d'Amazon un peu quand même, Anthony. Mark Zuckerberg. On va parler on va faire le trio, on va faire Elon Musk, Amazon, on en Facebook. Souvent, mais en fait, on se rend compte que ces trois-là prennent de la place. L'actualité. Ils prennent de la place. Chaque Vous semaine. ajoutez Apple et puis on est bon. On est bon. On va pas parler d'Apple, tiens, cette semaine. Ah bah tiens, pour une fois, on va pas nous le reprocher, c'est bien. Oui, parce que d'habitude, c'est vrai, vous nous dites, ils ont encore parlé d'Apple. Ben non, là, pour l'instant, on n'a rien à dire. Oui, Amazon qui, progresse dans son magasin un peu du futur. C'est ça. Qui s'appelle Amazon Style. C'est ça, un magasin de vêtements, donc un vrai magasin physique. Aujourd'hui, vous achetez chez Zara peut-être ou chez Gap, chez H&M ou chez H&M, et demain vous irez acheter chez Amazon. En tout cas, ils sont en train de lancer, ils veulent l'inaugurer cette année du côté de Los Angeles, ce premier magasin de vêtements physique, mais alors évidemment à la sauce Amazon, à la sauce high-tech, ça ressemblera pas du tout à un magasin tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ça ressemblera plus en fait en termes d'expérience d'achat à ce qu'on peut avoir quand on est sur Internet, quand on est sur une page Internet. C'est-à-dire que là, vous n'aurez pas, par exemple, des piles de chemises ou de pantalons les uns au-dessus des autres. Non, vous aurez chaque article bien discernés les uns des autres. Tu auras un article de chaque à chaque fois, comme si tu te baladais sur une page Internet, en fait, avec les différents articles devant toi. Et lorsque l'un t'intéresse, eh bien, tu t'approches, tu le scannes, il y a un petit QR code avec ton smartphone. Tu reçois une petite notification pour te dire qu'il t'attend dans ta petite cabine d'essayage privée. Donc, tu as une notification. Il y a des êtres humains, peut-être à terme des robots, je ne sais pas, mais en tout cas pour l'instant des employés qui t'apporteront ça dans la cabine d'essayage. Tu arrives dans même pas à prendre tes habits. Non, tu touches à rien. Tu arrives dans la cabine. Tu mets les vêtements, alors il y aura un écran tactile miroir qui te servira de conseiller personnel, et si par exemple tu n'as pas pris la bonne taille, tu appuies sur un bouton, on t'apporte la taille au-dessus ou de la taille en dessous. Tu ressembles à un sac, repose ton truc. Exactement, alors c'est ça, le truc c'est ça qui est très intéressant, et c'est pour ça que je disais que ça ressemble aussi à une expérience d'achat sur Amazon, c'est que tu as un algorithme qui va analyser ce que tu as essayé, ce que tu as acheté précédemment, les collections du moment, et qui va te faire des propositions en fonction de ce que vous avez aimé. Peut-être que tu aimeras cette ceinture, cet accessoire avec le pantalon que tu as acheté, et donc de faire des recommandations exactement comme quand tu vas acheter sur Amazon. Donc voilà quelques-unes des innovations que veut mettre Amazon dans ses nouveaux magasins. Los Angeles, cette année, 2022 Cette année, normalement 2022, et c'est une expérience parmi d'autres, parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est un peu de la com, oui, mais on voit bien qu'il y a une volonté au-delà de ça, tu as raison. d'Amazon, après avoir dématérialisé le e-commerce, de le rematérialiser d'une certaine manière, puisqu'ils ont aussi lancé des librairies en physique aux États-Unis. Il y a évidemment les supérettes Amazon Go, dont ils veulent lancer plusieurs milliers d'unités, donc c'est pas juste une vitrine technologique, ça va au-delà de ça. Et je pense que ce sera la même chose. France, d'ailleurs, des Amazon Go. Non. Il y a d'autres chaînes qui se sont inspirées d'Amazon Go, Casino, Carrefour. Ils travaillent tous sur le sujet. Bon, Amazon, il viendra probablement aussi. C'est sûr. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'ils multiplient les incursions dans le commerce brick and mortar, comme on dit, dans le commerce physique.
Gonzague. Comme Anthony disait, ils ont lancé leur librairie physique il y a un peu plus de 6 ans. Et c'était marrant parce que c'est la première industrie qu'ils ont disruptée, Tout à fait. qu'ils ont écrabouillée en lançant la vente de livres en ligne, le Kindle, etc. Ensuite, ils ont racheté Whole Foods, les magasins qu'on voit actuellement d'ailleurs, qui ressemblent à ça, de nourriture un peu qualitative Whole Foods, aux États-Unis. Qui est énorme aux en USA, 2007, c'est un 12 truc, milliards. Et donc de les voir arriver sur d'autres segments comme celui-ci, c'est très intéressant. Et aussi pour citer, on parlait des chaînes qu'on connaît en brick and mortar, donc Leclerc, Casino, etc. Ce qui est assez marrant de voir aussi, c'est que ces magasins travaillent avec Amazon pour gérer les livraisons. Donc eux, ils sont absolument partout. Très, très, très malins. Oui, à tester bien évidemment. Ça donne envie de voir un peu. On adorerait aller voir ça et vous raconter un peu comment ça fonctionne. Puis ça doit être marrant de voir aussi l'arrière-boutique qui doit être pour le coup complètement robotisée. Tu vois, enfin l'automatisation façon Amazon, ce qu'ils utilisent aujourd'hui dans leurs entrepôts et qui dans des magasins physiques assez importants. Parce que l'idée à terme ce serait de faire des grands magasins, genre comme les Galeries Lafayette, mais en mode Amazon. Toute la logistique et la partie arrière-boutique, ça doit être assez fascinant aussi. Ça serait intéressant de voir est-ce que ça dénature l'expérience shopping, parce que c'est vrai que l'expérience shopping c'est un tout, c'est toucher les habits, c'est chercher sa taille, enfin c'est se faire conseiller par un vendeur et pas par un algorithme. Mais voilà. Bon, mais si l'algorithme te dit que ça te va parfaitement, et que tu es magnifique, que c'est très saillant. Oui, j'aime bien les algorithmes flatteurs. Oui, les algorithmes toujours, évidemment. Flattez-moi, et cher Algo. Pour les curieux parmi vous, n'hésitez pas à aller chercher sur Google Kiva, K-I-V-A. Ce sont les robots qui servent à faire fonctionner les entrepôts d'Amazon. C'est absolument incroyable. Ça fonctionne comme une ruche. Ils se communiquent entre eux, ils ne se coupent pas le chemin. C'est dingue. Et il y en a en France. Et il y en a en France, bien sûr. C'est un énorme tous les derniers entrepôts, parce qu'il faut savoir que Amazon rencontre des problèmes pour l'ouverture d'entrepôts. Vous le savez, enfin, ça pose plein de soucis, etc. Il y a des régions ou des municipalités qui ne veulent pas, mais il y en a malgré tout beaucoup qui ouvrent. Et quand ils ouvrent, c'est vraiment des vitrines technologiques, ces trucs-là. C'est incroyable, il faut voir ça au moins une fois. Et ce qui est intéressant, c'est que je posais la question à un porte-parole d'Amazon qui disait que de temps en temps, ils ouvraient ces entrepôts à ceux qui voulaient les visiter. En fait, ça s'organise. Pour montrer leur muscle technologique d'une certaine manière. Pour peut-être dédramatiser. Oui, aussi, c'est vrai. Voilà, simplement dire, voilà, regardez comment fonctionne un entrepôt Amazon aujourd'hui. C'est assez intéressant. Facebook, alors là, pas mal d'actualités concernant Facebook qui progresse, on le voit sur le métaverse et sur l'IA, on va en parler dans un instant, Anthony. Facebook qui se prend quand même de sacrés saucés aussi avec son projet de crypto qu'il est en passe d'abandonner ou de vendre même, c'est assez terrible. C'est ça. On commence par quoi ? Peut-être par ce supercalculateur là ? Ouais, le supercalculateur, moi c'est ce qui m'a bien tapé dans l'œil cette semaine, j'ai trouvé ça hyper intéressant, petite incursion dans le monde fascinant des supercalculateurs. Moi c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, ces ordinateurs surpuissants, et on a appris que Meta, donc le nouveau nom de Facebook, la maison mère de Facebook, allait se doter de l'ordinateur le plus puissant au monde dans le domaine de l'intelligence artificielle, donc il s'appelle RSC. Il sera complètement fonctionnel d'ici cet été et c'est un monstre de puissance. Donc le chiffre donné par Facebook, c'est 5 hexaflops. Donc 5 hexaflops, c'est quoi ? Les hexaflops, évidemment. C'est 5 milliards d'opérations par seconde. Voilà. Donc ça fait beaucoup de zéros. Voilà. Je pense qu'on a du mal à se rendre compte de la puissance de cette machine. 16 000 processeurs surpuissants qui vont turbiner en permanence et qui vont permettre en fait d'analyser une masse d'informations, de faire tourner ce qu'on appelle des datasets. Donc on est dans le domaine du machine learning. En gros, on va apprendre à la machine à j'allais dire réfléchir comme un cerveau humain, mais c'est pas la bonne analogie en fait, et je vais me faire taper sur les doigts par les spécialistes du machine learning, mais en gros on va apprendre à la machine à apprendre, et donc elle est capable de digérer et d'analyser des jeux de données équivalents à 36 000 années de vidéos haute définition. Voilà, c'est juste pour vous donner des ordres d'idées, c'est absolument vertigineux. Alors à quoi ça va servir tout ça ? Parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Il y a 2 cas d'usage qui ont été donnés par Facebook qui sont assez intéressants. Le premier, c'est pour améliorer la modération. Facebook en a bien besoin, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc, on va pouvoir, en fait, grâce à ces outils, avoir des algorithmes qui sont capables, de manière beaucoup plus efficace, de détecter des messages haineux, de faire la différence entre un sein qui est montré dans une œuvre d'art et puis un contenu pornographique, ce que la machine n'est pas toujours capable de faire. Donc ça, ce serait un premier cas d'usage. Et le deuxième cas d'usage, alors ça va nous amener vers
notre sujet préféré du moment, c'est le métaverse. Ça va aider à bâtir le métaverse, puisque cet univers qui mêlera le virtuel et le réel avec des millions de joueurs. Beaucoup de puissance de calcul. Évidemment, ça va demander beaucoup de puissance de calcul. Et donc, on peut imaginer, par exemple, alors ce que dit Facebook, des systèmes de traduction instantanée pour un jeu où vous aurez des centaines et des centaines de joueurs et chacun pourra avoir sa traduction en instantané avec dans différents dialectes. Même si vous avez un accent à couper au couteau et que vous avez beaucoup de bruit de fond derrière vous, eh bien, ça marchera quand même, malgré toutes ces contraintes. Donc voilà quelques-uns des cas d'usage auxquels a pensé Facebook, sachant que c'est aussi une manière de montrer ses muscles technologiques, encore une fois. Mais c'est pas du quantique. C'est pas du quantique. C'est la bonne vieille informatique traditionnelle. À l'ancienne. C'est assez intéressant. À l'ancienne. On voit que, on parle beaucoup de quantique, mais j'imagine que Facebook a dû peser le pour et le contre et sans doute évoquer ce sujet-là. Ouais. Mais c'est probablement pas encore prêt. Le quantique est plus expérimental versus là, en fait, tu appliques et tu scales à quelque chose qui est connu et qui marche. C'est 16 000 processeurs vidéo, c'est 16 000 cartes graphiques. Ça doit consommer un peu d'énergie, cette histoire-là. Oh non, à peine. Et c'est plus de 10 fois plus puissant que le supercalculateur le plus puissant du monde actuel, qui est au Japon, qui s'appelle Fugaku, qui fait 0,4 hexaflops. Là, on passe à 5. C'est la folie. Bon, ça reste des chiffres et des proportions qui ne sont pas très concrètes. Non, on n'arrive pas à se rendre compte. C'est tellement immense. Par contre, un truc concret, et comme tu disais tout à l'heure, ils entraînent des modèles de machine learning. Donc, ils font analyser de la donnée à l'ordinateur pour qu'il la comprenne et qu'il arrive à en faire autre chose. Et ils arrivent à diviser par 3 le temps qui est nécessaire à faire ça. Avant, c'était 9 semaines pour un très très gros set de données. Maintenant, ça va être fait en 3 fois moins de temps. Donc, le progrès, il se mesure aussi ici par rapport aux hexaflops. C'est comme si votre ordinateur, il était capable d'exporter une vidéo 3 fois plus rapidement. Sauf que là, on est sur des trucs un petit peu plus techniques que l'export d'une vidéo. Voilà, c'est déjà... Alors, ça existe déjà, mais c'est en mode entraînement, d'après ce que j'ai compris. Exactement. Et en fait, il monte en puissance. Et il sera complètement prêt à utilisation d'ici l'été, nous dit Facebook. Et c'est intéressant de voir aussi la concurrence entre les géants technologiques, parce que c'est pas la première annonce de ce genre. Il y a Microsoft, il y a Nvidia qui ont aussi leur supercalculateur dédié à l'intelligence artificielle. Et c'est marrant de voir qu'il y a cette espèce de guéguerre. Alors là, entre les groupes technologiques, mais sur les supercalculateurs, c'était même une guerre, presque une guerre froide, tu sais, entre les États. C'est-à-dire vraiment, c'est un enjeu de puissance. Comme à une époque, la conquête spatiale, c'était tu montrais ta puissance technologique. Et ben, il y a eu pendant des années entre les États-Unis et la Chine notamment, c'était celui qui avait la plus grosse entre guillemets, le plus gros processeur, quoi. Tout à fait. Et c'est un très gros enjeu. Passionnant tout ça. Toujours dans l'actualité de Facebook, bien sûr, tu l'as évoqué, le métavers. Bon, voilà, on sait que Facebook est en train de pivoter tranquillement. Alors après, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est pour faire oublier toutes les casseroles que Facebook traîne derrière elle, ou alors peut-être une autre vision tout à fait légitime. Ça peut être le cas, parce que Mark Zuckerberg n'est pas qu'un fou qui invente des trucs débiles. Il fait des choses aussi très intéressantes. On peut lui donner crédit de quelques réussites quand même. Voilà. Exactement. Et on en sait un petit peu plus sur la stratégie du métaverse de Facebook. Oui, alors c'est assez intéressant parce que Facebook a déposé des centaines de brevets qui ont été repérés par la presse américaine, qui nous expliquent un peu à quoi ressemblera le métaverse. Bon, ça, on en a beaucoup parlé, mais surtout comment Facebook compte gagner de l'argent avec le métaverse. Comment il compte monétiser tout ça, ce qui est quand même un enjeu important, évidemment. Je dirais même primordial. Peut-être le plus important. Quand même, ils vont investir des dizaines de milliards de dollars, 10 milliards de dollars par an, je crois, embaucher 10 000 personnes. Enfin, ça va devenir vraiment un truc très important pour Facebook. C'est pas juste une expérience technologique. Et donc, comment est-ce qu'ils vont gagner de l'argent ? Alors, il y a deux choses. D'abord, on imagine une boutique virtuelle. Alors ça, on pouvait s'y attendre. D'ailleurs, Zuckerberg en avait déjà parlé. C'est-à-dire qu'on pourrait, dans le métaverse, dans cette deuxième vie virtuelle, acheter des objets virtuels pour équiper son avatar, des vêtements, des meubles, pourquoi pas des places de concert pour assister à des concerts dans le métaverse, etc. Ça, c'est la première chose. Et Zuckerberg dit qu'il y a des centaines de milliards de dollars à générer. Enfin, c'est des chiffres quand même qui donnent le vertige. Et la deuxième chose, alors c'est là où ça devient très intéressant, c'est qu'il y aura aussi de la publicité. Si vous pensiez que vous alliez échapper à la publicité dans le métaverse, non, il y aura de la pub et elle sera plus ciblée, plus performante et plus redoutable que jamais. Ce qu'imagine Facebook, ce sont des capteurs qui seraient placés dans les casques de réalité virtuelle, qui seront l'un des points d'accès au métaverse, et qui seront capables d'analyser tous les mouvements de notre visage. Si vous froncez les sourcils, si votre niveau d'attention commence à baisser, et en fonction de ça, en fait, eh bien, les contenus s'adapteront. Donc en fait, Facebook aura vraiment accès à des données extrêmement... beaucoup plus intimes. Ah mais oui, exactement. On est dans le domaine de l'intime et les exploiter... Tiens, il ronfle, je vais lui donner des... Mais ouais, mais c'est des boules exactement ça. Vas-y, en fait, tout se recoupe, puisque si on parle de leur supercalculateur
qui est capable de prendre en compte 1 milliard de paramètres pour faire des entraînements de modèles. Avec ce qu'on voit là, effectivement, sur le côté publicité très ciblée, on va être très bon. Et si on parle aussi de Neuralink, dont on parlait tout à l'heure, on a vraiment un écosystème là, on a le beau tableau. très complet pour ne plus avoir même besoin de casque du tout dans un futur pas si lointain. Ah oui, c'est d'ailleurs ce que dit Elon Musk. Il ne croit pas tellement à cette histoire de métaverse, de casque et tout ça. Lui, il dit de toute façon, avec ma puce, on ira beaucoup plus loin de toute façon. La réalité, elle sera vraiment augmentée potentiellement par tes yeux. Quoi. Enfin, exactement. Ça sera intéressant de voir ce qu'ils ont dans leur tête, ces gens-là. Tu vois. Ouais. Qu'est-ce qu'ils imaginent? Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils imaginent à 10-15 ans, tu vois, parce qu'ils doivent consulter des dizaines de personnes, des éminents chercheurs. Ils doivent avoir quand même une espèce de... tu as déjà la puce dans la tête et la colonisation de la planète Mars. C'est déjà un beau projet pour 10-15 ans. Après, je ne sais pas s'ils voient encore plus loin, mais c'est pas mal. Donc Facebook, voilà. Alors autre actualité liée à Facebook, qui est un petit peu moins glorieuse. On se souvient il y a quelques années de cette volonté de Facebook de se lancer dans les crypto-monnaies et on avait tous découvert le fameux Libra. Mark Zuckerberg avait expliqué que c'était véritablement la future monnaie qui voulait même concurrencer les monnaies traditionnelles, les dollars, les euros. Et puis voilà, le soufflet est retombé et visiblement, Anthony, Facebook aimerait revendre toute la partie crypto-monnaie de Facebook. C'est ça, ouais, là, c'est même plus que ça, le projet a du plomb dans l'aile, là, c'est qu'il est vraiment en train de mourir. Alors Libra, qui était devenu Diem, voilà, c'est compliqué cette histoire. C'était une association avec une vingtaine de participants qui avaient chacun dû mettre $10 millions minimum sur la table. Pas dégueulasse comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait Xavier Niel. Oui, c'est vrai. Absolument. Ouais, c'est ça. Mais très vite, on a déchanté, Facebook a déchanté. Alors peut-être qu'effectivement, tu as raison, au début, leur ambition, c'était ça, c'est de devenir vraiment une monnaie. Mais très vite, on leur a mis une grosse pression, c'est-à-dire de la part des régulateurs, de la Fed américaine, la Banque de France aussi, toutes les banques centrales. Même à Genève, dont ils sont partis, en fait, ils voulaient avoir une licence pour être un système de paiement aussi, ce qui n'est pas le cas de la plupart des crypto-monnaies. En tout cas, ils ne sont pas directement des systèmes de paiement, ils s'interfacent avec d'autres. Ils étaient extrêmement ambitieux, ils ont perdu l'architecte logiciel qui était derrière toute cette infrastructure. Et aujourd'hui, en fait, ils veulent vraiment sauver les meubles, vendre les brevets, les licences et l'ingénierie, et essayer de réemployer les ingénieurs à faire autre chose, parce qu'apparemment, là, ils n'ont plus beaucoup de choses pour s'occuper. Et puis bon, c'est un peu le ménage chez Facebook. On peut se dire, tous les projets qui traînent ou qui commencent à sentir mauvais, on s'en sépare pour se concentrer sur le métaverse. C'est peut-être aussi une bonne stratégie. Oui, c'est ça. Parce que Libra, c'était quand même du lourd. C'était un gros projet. Moi, j'ai ressorti, du coup, j'ai recherché pour l'émission les ambitions qu'ils avaient à l'époque, et c'était Nick Clegg, qui était le patron des affaires publiques, ancien vice-premier ministre britannique, il faut se souvenir, Nick Clegg, qui est un peu le lobbyiste en chef de Facebook, et qui disait en gros que Facebook voulait défier les acteurs historiques du secteur. Il critiquait le système monétaire très coûteux, bureaucratique, fermé et qui exclut des milliards de personnes, et il voulait, avec cette nouvelle crypto-monnaie, permettre de transférer de l'argent aussi facilement qu'on envoie une photo, et en expliquant que le Libra s'adressait aux 1,5 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas de compte bancaire, mais qui ont pour la plupart un smartphone. Donc les ambitions étaient vraiment là, elles étaient très importantes, mais derrière on a vu que face à la pression des États, des banques centrales, très vite tous les partenaires, c'était Visa, Mastercard, tous les se sont retirés. Là ça commençait à sentir mauvais, et là quand ils en sont à vendre la propriété intellectuelle et à essayer de recaser les ingénieurs, ça veut dire que le projet est réellement mort. Puis, mais on se rend compte aussi, je trouve que cette histoire cristallise un petit peu la défiance entre les autorités traditionnels, les gouvernements, etc., et les géants de l'Internet américain, c'est vrai, qui sont aujourd'hui mal vus. On parle de démantèlement de certains d'entre eux, de cette puissance qui est beaucoup trop importante, etc. Et là, ce truc-là, on sent que tout de suite, il fallait les sortir du jeu, quoi. C'est clair. Et ça n'a pas traîné. Et Zuckerberg n'a même pas tenu le coup, en fait. Il s'est dit, ok. Peut-être qu'à l'inverse, ils se disent alors je sais pas du tout si c'est le cas, mais il faut donner des gages pour éviter le démantèlement. Donc il faut lâcher du lest sur certains dossiers. Celui-ci avait l'air quand même assez mal engagé. Je pense que politiquement, s'il continuait là-dessus,
Donc on lâche là-dessus et puis on espère qu'il nous... qui nous laisse un petit peu tranquille sur d'autres sujets. Voilà, exactement. Bon, j'en suis pas sûr quand même, mais on verra bien. Tiens, puisqu'on parlait de métaverse il y a un instant, Second Life, Anthony. Ouais. On a tous connu Second Life. Fondé en 2003. On était tout Vous petits. vous en rendez compte ? Gonzague était tout petit, Anthony un petit peu moins, Ouais, mais moi j'étais déjà grand. Ouais. Et on se souvient de ces images magnifiques, saccadées, dans des mondes virtuels et avec d'énormes pixels. On trouvait ça incroyable. Je trouvais quand ça même, génial. Ouais. Second Life. Bah, c'est un peu daté, mais en même temps, certaines images du métaverse tel qu'on nous le présente aujourd'hui font pas beaucoup plus rêver que ce qu'était Second Life à C'est l'époque, vrai. d'une certaine manière. Et en fait, c'est assez marrant parce que effectivement, Second Life là, tente le comeback par l'odeur du métaverse alléché, j'allais dire, et ils ont bien raison. Parce que franchement, le métaverse, c'était eux quand même. Mais Enfin, oui. en 2003, il y avait déjà tout. Et là, il y a Mark Zuckerberg qui leur c'est prend ça. tout là. Moi, je serais hyper énervé à Mais la bien place du sûr. fondateur de Second Life qui se disait bah oui, mais on avait tout inventé effectivement en 2003. Le fait de créer son avatar, d'avoir une deuxième vie parallèle, de pouvoir acheter sa maison, de pouvoir la personnaliser, de faire venir ses amis, d'organiser des événements, etc. Tout ça, c'était déjà dans Second Life. Et c'est vrai que c'était un phénomène de société à l'époque. Il y avait quand même, j'ai plus le nombre exact de joueurs, mais enfin en tout cas, on en parlait, y compris dans la presse mainstream. 1 million. 1 million de joueurs, un. pas plus que ça. En fait, c'est oui. Ah, je pensais que c'était plus, tu vois. C'était il y a 19 ans. Et il y a 19 ans, 1 million d'utilisateurs en même temps sur une plateforme, c'était complètement dingue. C'est Mais vrai, je t'as suis raison. d'accord avec toi. Aujourd'hui, ce chiffre n'a plus rien de surprenant. C'est clair. Aujourd'hui, on pourrait vraiment s'attendre à parler en centaines de Ouais. millions. Mais c'est vrai que sur la tech, ils étaient plutôt précurseurs. Et donc là, ce qui se passe, pourquoi on en parle aujourd'hui et je dis qu'ils veulent faire un comeback, c'est parce que le fondateur de Second Life revient dans la partie, revient en fait chez Linden Lab, donc qui est l'entreprise à l'origine de Second Life, en tant que conseiller stratégique. Alors, il était parti sur complètement autre chose. Complètement autre chose. Il bossait notamment dans la réalité virtuelle. Donc, il n'était pas si éloigné que ça, mais il était parti sur d'autres aventures. Et là, il revient avec un paquet de brevets sous les bras. Et en disant, on va faire évoluer Second Life pour la remettre au goût du jour, Metaverse, mais version 2022. Voilà. Mais vous savez quoi, en fait, on dit Second Life, précurseur et tout ça, mais non. C'est français. Le premier métavers est français et c'était Canal+ qui l'avait lancé. C'était Ah ouais. Est-ce que vous vous en souvenez? Alors là, non. Vous vous souvenez pas de Deuxième Monde? Non. Deuxième Monde, c'était 1997. 97. 1997. Et donc Alain Lodiberder, qui était le directeur des programmes de Canal, à l'époque était une espèce de ruche de créativité incroyable. On pouvait acheter un CD-ROM qui reproduisait Paris en 3 dimensions et Non. on pouvait se créer des avatars. Chercher Deuxième Monde Incroyable. sur Google. Je connaissais même pas, tu vois. Truc de dingue. Et vraiment, moi, je me souviens, parce que sur Canal, on en parlait beaucoup parce qu'ils se servaient de leur télé pour faire la promo de ce truc-là. Et c'était passionnant. Et franchement, on dit, voilà, c'est Second Life. Mais non. Deuxième Monde. Deuxième Monde, Canal+, Mais tu pouvais jouer 1997. sur Internet, parce que sur 97, Internet, il y avait quand même. En fait, c'était très tu limité, installes- quoi. non, en fait, tu installais un CD-ROM. Je me souviens plus trop, mais l'idée, c'est que sur ce CD-ROM, tu reproduisais, en fait, tu te retrouvais dans Paris, Ouais. un Paris virtuel, Ouais. graphique, Mais tu étais en réseau avec d'autres joueurs ou tu jouais toi en solo? et tu pouvais être en réseau avec Tu pouvais d'autres être en gens. Oui. Ouais. 97, c'était le tout début Ouais, d'Internet, bien sûr. Ouais. on va dire grand public. Il y avait le 56K, tu sais, les modems, etc. Ouais. Et tu pouvais rencontrer des gens comme ça. Alors, Incroyable. l'expérience, c'était chaotique, Ouais. mais malgré tout, cette idée-là, elle est française. Deuxième Monde. C'est génial. Je suis allé voir sur le net du coup et il y a une association de gens qui s'appelle les bimondiens, les gens du Deuxième Monde, et qui faisaient pression pour que le Deuxième Monde ne soit plus arrêté, parce qu'il a été arrêté en 2001, 4 ans après son lancement. En ce jour de février 2002, il semblerait que Canal+ ait décidé de fermer définitivement le Deuxième Monde. Mais faut Malgré qu'il- nos incessants appels aux dirigeants de Canal et de Canal Numédia, Eh oui. cette sentence nous a jamais été communiquée. Non, Donc, mais, il faisait une pétition. Faut qu'ils reviennent. Génial. Sérieux, allez voir, vous allez voir, et franchement, bon, autant parfois on peut dire, ouais, les Français, gna gna gna, mais là, Il y avait une idée en tout cas. sur ce coup-là, on était les premiers, quoi. Avant Mais- Second Life. Et Second Life, pour le coup, parce que c'est pareil, on regarde ça avec un peu de dérision, mais cela dit, même aujourd'hui, alors ils revendiquent un PIB, parce qu'il y a toute une économie dans Second Life aussi, il y a le Linden Dollar qui est indexé au dollar, qui a une valeur, etc. Et un PIB de 650 millions de dollars par an. C'est-à-dire qu'il y a des items, des objets virtuels qui se vendent via Second Life et qui génèrent une richesse de 650 millions de dollars par an, ce qui n'est pas négligeable non plus.
plus, hein, c'est le PIB de certains tout petits pays, C'est dingue. pas rien, Ouais. juste avec des biens virtuels qui se vendent. Et c'est vraiment sur ce modèle-là que veulent se construire les métaverses, notamment ceux de Facebook. Hein, Voilà. donc, Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que ça devienne la foire au métaverse avec des univers. mais c'est ça, parce que tu as les Chinois, énorme, c'est Baidu qui a lancé le cap, bien sûr, sien, bien sûr. qui est absolument laid d'ailleurs, Tout le incroyable. monde s'y met, quoi. Mais ouais, Il faudrait un truc un peu universel, en quelque sorte, qui nous permette une espèce de interopérable. sas, Ouais. voilà, qui nous permette de rentrer dans plusieurs univers, etc. Et puis il faut qu'il nous donne envie quand même, y compris graphiquement. Moi, franchement, ce qu'on a vu pour l'instant Ouais, c'est pas dans terrible. les métaverses, c'est quand même pas terrible. Même s'il y a des progrès, franchement, hein, Quest 2 de Facebook avec leur Workrooms, là, franchement, moi j'ai été bluffé. Ah oui, hein. c'est vrai que tu avais testé ça. J'avais testé ouais, et franchement, ça vaut vraiment le coup un jour. Il faudra qu'on se fasse, tu sais quoi, un jour on va se faire une petite réunion via Quest 2, c'est carrément. impressionnant. Pour terminer, l'actualité des smartphones. Alors il y a deux actualités. Samsung qui annoncera le 9 février ses nouveaux Galaxy S22. Ça c'est un rendez-vous important que vous pourrez suivre sur 01 TV avec Gonzague, avec JB de The E-Collection qui sera là et puis avec mon camarade Jérôme. Bien sûr, on vous fera vivre cette keynote en direct hein, puisque c'est un peu l'ADN de 01 TV, c'est de vous faire vivre toutes ces keynotes en direct, en live sur notre chaîne. Et puis, alors l'actualité toute récente, c'est Huawei, Anthony, qui a dégainé ses nouveaux flagships, les P50, qui depuis quelques années sont un peu, on va dire, la crème de la crème du constructeur C'est chinois. clair. Mais avec quelques petites spécificités. Et avec quelques petits handicaps, on va dire. Quelques petits handicaps au démarrage, puisqu'ils n'ont ni la 5G et ni Google Android. Voilà, c'est les téléphones sans Android. Quoi. Voilà, donc ce qui est un peu compliqué. Et c'est comme vraiment. si tu avais une Ferrari sans moteur, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est terrible en fait. Terrible, hein. Je trouve ça vraiment. Dommage, c'est pas de la faute de Huawei en plus, hein, encore une fois, c'est l'histoire du ban qui avait été lancé par Donald Trump à l'époque et qui a cassé la marque en deux. Enfin, vraiment, il faut se souvenir que Huawei était à l'époque sur le point de devenir le numéro 1 mondial du smartphone. C'était vraiment quelque chose, c'était un mastodonte. Et là, le problème, c'est que personne ne veut d'un téléphone qui soit sans iOS et sans Android. C'est impossible. Et donc, ils ont beau faire tous les efforts du monde. D'abord, ces téléphones, ils sont canons. Enfin, en termes de. Moi, j'aime beaucoup leur design. Il y en a un qui est pliable. Ils ont des appareils photo de dingue. Quand tu regardes les specs, c'est vraiment pas mal. Alors, si ce n'est qu'ils n'ont pas la 5G, mais enfin, à la limite, on pourrait passer outre. Mais par contre, le problème, c'est que tu as leur truc pour la recherche, plutôt que d'avoir Google, tu as Lotus Search, tu as Lotus Maps pour les cartes. Pour la boutique d'applications, ils ont leur propre boutique d'applications. Ouais, c'est Petal Search, en fait, ils ont des trucs bizarres. Alors tu repasses, tu as accès à des applications Android, mais ça passe par un tiers. Enfin, c'est du bidouillage, quoi. Personne ne veut ça. Je veux dire, sur un marché qui est ultra concurrentiel, personne ne va s'embêter à acheter un Huawei. Tu préfères acheter un Xiaomi, un Oppo ou quelque chose d'autre et pas t'embêter avec toutes ces contraintes, quoi. Donc vraiment dommage la déshérence d'une marque. Gonzague. Comme disait Anthony, on a déjà vu qu'on ne pouvait pas faire subsister 10 000 magasins d'app, 10 000 App Store différents. BlackBerry l'a vécu et toutes les marques Microsoft l'a vécu. Toutes les marques qui l'ont tenté, ça s'est quand même soldé par un échec, même si ça a été à travers parfois des téléphones qui étaient très beaux, très novateurs dans leur interface. Si l'expérience utilisateur finale est mauvaise, si tu te rends compte qu'il y a certaines apps qui ne sont pas disponibles pour toi, ce qui est déjà même parfois le cas sur certaines exigences de smartphones, et si ça crée potentiellement des vulnérabilités en termes de sécurité, je ne suis pas sûr que ça soit un grand succès. Et évidemment, c'est dommage de voir du très bon hardware souillé laminé par le soft, par une situation soft qui n'est pas que du fait de Huawei, effectivement, et qui peut-être fait que ces téléphones n'auront pas un avenir incroyable. Ouais, mais le courage de Huawei dans cette histoire-là. Ça doit être pour les ingénieurs hardware de Huawei qui font des petits bijoux de technologie et qui se disent de toute façon ça se vendra pas. Quand tu regardes, et même en Chine, ils sont laminés. Ils sont laminés. Ils sont à 7% de part de marché. Ils sont même plus dans le top 5. Alors que ce problème est moins important en Chine parce qu'on sait qu'Android et Google, Google n'existe quasiment pas. Oui, puis ils ont leur monde à eux, leur monde à eux, etc. Mais malgré tout, même là-bas, ils trinquent en fait. Ouais, absolument. Et puis rappelons que si le téléphone est 4G, c'est parce que Qualcomm n'a pas le droit de vendre à Huawei une puce 5G. C'est ça, c'est pas pour remettre en volonté de les rétrograder, c'est pas de leur faute, de les humilier en quelque sorte. C'est un peu ça. Et en fait, le ban aurait pu être résilié ou on aurait pu. Mais non, en fait, ça continue. Et Biden ne lâche pas l'affaire. C'est terrible. Clairement.
Et bien voilà, c'est sur cette note en demi-teinte que se termine cette première partie de quoi je me mêle, ce club de la presse Haïti. Merci Anthony. Merci à tous les deux. Toujours un plaisir d'avoir ton expertise. Merci beaucoup Gonzague. On se retrouve très vite. Bien sûr. On se retrouve au moins le 9. Au moins le 9 et peut-être avant si tu passes par là pour commenter l'actu. Et vous restez avec nous. Je sais qu'un sujet qui vous intéresse aussi à tous les deux, c'est l'espace. On va en parler. Quels sont les grandes dates, les grands moments de l'espace en 2022. Vous allez voir qu'il y en a quand même quelques-uns. Et on en parle avec Antoine Meunier, mon invité, notre expert, qui nous rejoint dans une minute. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.